Maghreb Orient Express, bienvenue à toutes et à tous. Avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, Sultan El-Kassemi, merci d'être avec nous, bienvenue. Vous êtes blogueur, éditorialiste, collectionneur aussi. Vous êtes à l'origine de la fondation Barjil à Sharjah. C'est aux Émirats Arabes Unis et vous mettez à l'honneur 100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe. C'est à l'Institut du monde arabe à Paris du 28 février au 2 juillet prochain. Avec nous également le cinéaste Najib Belkadi. Bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur du film culte VHS Kahloucha qui est projeté le 28 février lors des journées cinématographiques dionysiennes. C'est au cinéma L'Écran, Saint-Denis, près de Paris. On voit l'affiche. C'est en partenariat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Et puis Julien Bouffier, bienvenue. Merci d'être avec nous également. Vous êtes metteur en scène. Vous avez adapté au théâtre le roman de Sorge Chalandon, Le 4e mur, création franco-libanaise. C'est à voir au Tarmac à Paris du 1er au 4 mars prochain dans le cadre du festival Traversée du monde arabe. Avant de vous donner la parole à tous les trois, connexion Erbil au Kurdistan irakien. Connexion Erbil au Kurdistan irakien où l'on retrouve Wilson Fash loin de la ligne, non loin justement de la ligne de front, mais ce n'est pas pour parler de la guerre. Wilson Fash qui fait partie des haut-parleurs nous fait découvrir le groupe de métal Dark Phantom et des beaux gosses, vous allez le voir, qui affolent les réseaux sociaux. Regardez. Aujourd'hui, on va vous montrer l'Irak comme vous ne l'avez jamais vu. Ici, il n'y a pas que les djihadistes qui portent la barbe. Barbe soigneusement taillée, costume 3 pièces et mocassins, je vous présente les dandys d'Irak. Ne leur parlez pas de la bataille de Mossoul qui fait rage à 80 km plus au nord. À Erbil, la capitale de la région kurde, on se demande plutôt qui est le meilleur tailleur de la ville et comment mieux entretenir sa moustache. Daesh est à 1 heure d'ici, mais ça ne nous empêche pas de vivre nos vies. Il existe une autre facette. On ne se balade pas à dos de chameau ou d'âne. Nous avons une vie moderne ici. Il y a un an, ces jeunes créaient un club de gentlemen appelé Mister Erbil. Le but, se retrouver entre jeunes aux mêmes aspirations et donner une autre image de leur région aux dizaines de milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Être un gentleman, ce n'est pas simplement porter de beaux vêtements et des costumes. Ce n'est pas assez. Il faut aussi l'être dans ses manières, son attitude, ton attitude envers tes amis et envers les femmes. Ils espèrent un jour lancer leur propre ligne de vêtements et, qui sait, faire d'Erbil la capitale irakienne de la mode. Notre journée Erbil n'est pas encore terminée. On continue en musique avec un groupe dont l'existence même est un doigt d'honneur aux djihadistes. Vous allez comprendre pourquoi. Bienvenue à un concert de Dark Phantom, l'un des seuls groupes de métal d'Irak. Ici, jouer ce genre de partition, c'est presque un acte de courage, voire carrément de la résistance. Il y a une chanson qui se distingue vraiment, c'est Nouveau Gospel. Ça parle du fait que la religion ait un impact négatif sur toute notre vie, sur tous les arts et la musique. En 2013, on a reçu un message sur notre page Facebook nous disant que la musique est interdite, que c'est l'œuvre de Satan. Arrêtez votre musique ou nous allons vous tuer. À ceux qui les accusent d'être des adorateurs du diable, ils répondent qu'ils sont en fait des rebelles et qu'ils reviendront jouer la semaine prochaine. Voilà, des rebelles, des hipsters, que des beaux gosses aujourd'hui dans Maghreb Orient Express. Une fois n'est pas coutume, nous n'avons aucune femme. Najib, je me tourne vers vous. Najib Belkadi, vous, c'est plutôt hipster aujourd'hui en ce moment. C'est pour les causes. Oui, enfin, la barbe. Ouais. Ah non, pas du tout. Je suis pas du tout hipster. C'est une barbe de circonstance en fait. Ouais, c'est voilà. Ça, c'est donc, pour un tournage. Pour un tournage, exactement. Et donc, voilà, je tourne là en rentrant de Paris. Alors, la dernière fois qu'on vous avait eu dans Maghreb Orient Express, c'était pour parler de votre film Bastardo. On va remonter un peu plus loin en arrière parce que votre film est devenu culte. Moi, je l'ai découvert en préparant l'émission. Ça s'appelle VHS Kahloucha. Vous êtes en fait parti à la rencontre d'un peintre tunisien en bâtiment dans sa vie quotidienne qui a décidé de faire du cinéma et de produire des remakes de grands classiques arabes, notamment Tarzan des Arabes. On va regarder un extrait de votre documentaire.
تبقينا قعدت لي في فكري هكا ما لقيتش الحق ما لقيتش تو نمشي ساعات في تونس عاصمه نمشي فهمتني او في سوسه نمشي ونشوف برشا عباد ما لقيتش كيفاش الهوايه نتاعي هذه نعديها كي جاتني الفرصه تعرفت بكحلوشه ومغروم رغم اللي هو مغروم قلت نمشي معاه في الخط. بعد ما تكلموا الكلام هذا تتبعكم الكاميرات تدخلوا البيت تشوفوا كذا منه ومنه وتشوفوا كيفاش فهمت تلقاوش حد تلقاوش كذا حاجه استوش فهمني وبعد تجي هذه التصويره تمدوها من تركينا غد باش تحط تحت الواحد هذه هذا يقول معني بالامر يا عم صالح ادخل هيا. Alors bien. C'est ça la maison que vous donnez la dernière fois, oui. C'est le dessin. لا ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش. تو تقعد معنا فهمتني تولي تبات معنا كل شيء فهمتني ودارك نعاودوها لك هذه كل نعاودوها لك من جديد فهمتني. هذا سيرت الجهه هذه حتى لهنا عالداير عالداير لهنا. باش نشوف كيفاش نلقاو فهمتني هنا لي زونتريت. اولاد الحومه لهنا كي يتفرجوا على حاجه تمثيليه مثلا مثلا افلام يعني معناتها تتعدى من دار لدار من دار لدار ومن قهوه لقهوه وحاجه خارقه العاده يعني معناتها يعملوا جو يقعدوا اللي يتفرج عليه مره يعاود يتفرج عليه مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه وديما توا نتعدى انا في البلاد. VHS Kahloucha, Najib Belkadi, qu'est-ce qui vous a fasciné à l'époque chez ce réalisateur hors du commun? En fait, l'histoire est incroyable parce que on m'en a parlé mon producteur, Ahmed Marzouk, m'en a parlé autour d'un café. Il m'a dit il y a quelqu'un à Sousse qui fait des films en VHS, des films de genre. Des Tarzan, des Frankenstein, des choses comme ça. Et puis, du coup, ça m'avait beaucoup intéressé. En 2000, moi, je faisais une émission pour Canal+ Horizon. Donc, j'avais fait une émission spéciale sur lui. Et donc, on a pu raconter son histoire en une demi-heure. Mais quand je suis parti dans le quartier, je me suis rendu compte un peu de l'importance du quartier dans le travail de Kahloucha et donc ça dépassait complètement le personnage et là c'est devenu un microcosme dans lequel ces personnages-là, les voisins et les amis jouent des rôles dans ces films et tout et là je me suis dit il faut absolument que je fasse un film. Donc il y avait une double fascination. Il y avait d'un côté le personnage qui est un personnage hors du commun, un personnage en couleur comme on dit, romanesque. Oui, larger than life. C'est vraiment un personnage extraordinaire. Et puis de l'autre côté aussi, ce qui a justifié le médium long métrage aussi, c'est vraiment le quartier qui prend une grande partie dans le film. Justement, à ce sujet, il faut bien resituer les choses. Le film sort en 2006, Ben Ali est encore au pouvoir, il ne partira que 5 ans après, en 2011. En quoi, vous l'esquissiez dans votre propos, en quoi c'est aussi, au-delà de l'histoire fabuleuse, c'est aussi un portrait de la société tunisienne de l'époque? Totalement, parce que ça se passe à Sousse, qui est la ville natale de Ben Ali, déjà. À 150 km de Tunis. Absolument, c'est aussi la capitale touristique du pays, c'est une des villes les plus riches du pays. Et dans le temps, on ne pouvait pas parler de la ville du président facilement, alors que la pauvreté existe partout en Tunisie. C'est pas que Sousse, c'est pas que Tunis, il y a des quartiers comme ça qui ont contribué à la construction de tous ces hôtels et tout, mais c'est des gens qui se sont retrouvés en fin de compte dans la ville. C'est-à-dire ils étaient marginalisés puis se sont retrouvés dans la ville. Et donc dans le film, je voulais aussi parler de ce microcosme, de cette société dans laquelle il y a beaucoup de violence, il y a de la drogue, il y a du deal, c'est-à-dire la vie là-bas n'est pas du tout facile. Il y a aussi, on parle beaucoup d'immigration illégale, de gens qui se jettent dans l'eau et dans la Méditerranée pour aller en Italie. Donc c'est un des thèmes du film. Et le film a été... Mais tout de même, à l'époque, donc Ben Ali est au pouvoir, pas d'espace de liberté. Et là, on a le sentiment que le film, alors il y a de l'humour, c'est drôle, mais on a le sentiment aussi que vous redonnez toute la puissance à ce qu'est le cinéma, à savoir qu'à l'époque, les barrières tombent, en fait, parce que votre film, aujourd'hui en Tunisie, il pourrait presque paraître, non pas banal, mais en tous les cas, pas audacieux. Là, à l'époque, il fallait y aller, tourner, il fallait voir comment les barrières tombent, parce que les gens se libèrent, parlent... C'est un film totalement indépendant qu'on a fait avec notre propre argent. On n'a eu aucun fonds pour le faire, c'est-à-dire on a pris une équipe, on est parti tourner, et puis après...
on a essayé parce qu'on n'avait plus d'argent. On a donné le film au ministère de la Culture dans le temps. Il nous a été refusé, donc l'aide pour la post-production nous a été refusée à 2 reprises. Donc ils ont fait de tout pour que le film ne sorte pas. Après, nous, dans un geste un peu désespéré, on l'a envoyé un peu partout. Et puis le film, il remporte le premier prix à Dubaï. Et puis il est projeté à Cannes. Et puis après, cerise sur le gâteau, il est en compétition à Sundance aux États-Unis, qui est le plus grand festival de films indépendants au monde. Ouais. Et là, du coup, c'était jubilatoire pour nous. C'était extraordinaire parce qu'on gagnait quelque part une guerre contre le système qui s'est incliné et c'est-à-dire à un moment, ils nous ont appelés, ils ont dit OK, on vous donne l'argent parce il nous fallait de l'argent pour faire le film. On recommande vraiment de voir ce film et aussi Bastardo, puisque là aussi il est question dans Bastardo d'un personnage, d'un homme à la marge de la société tunisienne. Sultan El-Kassemi, on va parler d'art avec vous. Vous nous offrez une collection exceptionnelle, constituée il y a 6 ans, 7 ans presque maintenant, en 2010. Vous réunissez les grands noms de l'art moderne et contemporain arabe. Ça se passe à l'Institut du monde arabe. Pourquoi est-ce que c'est, selon vous, important, pour commencer, de montrer aujourd'hui ces œuvres et ces artistes au public français ? C'est pas le public français seulement, c'est pour le monde. C'est à nous maintenant, dans le monde arabe, de présenter nous-mêmes pour le monde. Alors, spécialement en 2017, il y a beaucoup de choses qui passent qui ne sont pas bonnes pour nous en Moyen-Orient. La guerre, oui, notamment. La guerre. Et il faut qu'on fasse quelque chose pour changer cette image. Oui, alors les films, les photographes, les médias, les arts, il faut essayer de changer cette image. Comment est-ce que vous expliquez justement qu'aujourd'hui, en 2017, il y a encore tous ces clichés qui sont associés au monde arabe ? Oui, alors c'est moitié notre faute et c'est moitié la faute de l'Ouest. Pour moi, il faut qu'on fait quelque chose. Pour moi, je suis petit collecteur des arts arabes. Et vous avez dit, qu'est-ce que je peux faire moi pour changer cette image ? Oui, exact. Et pour moi, partager les arts en France, en Amérique, dans le Moyen-Orient, nous-mêmes, on a besoin de parler avec... de connexion, par exemple, avec le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, parce qu'il y a des artistes qui viennent de cette région. Oui, il faut montrer des artistes de Golfe au Maghreb, les artistes de Maghreb au Levant, en Égypte, comme ça. Alors on va commencer, on voit défiler à l'image ces œuvres. On va commencer peut-être par Marwan Kassab, qui est syrien, qui nous a quittés, hélas, l'an dernier. Oui. C'est lui qui est à l'origine de l'affiche, justement, de cette exposition qui se tient à l'Institut du monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, cet peintre, il s'appelle Dergamal. C'est de l'année 66, alors il y a 50 ans. Il est venu en Allemagne à 66, je crois, et il habite seulement. Alors, il n'a pas de famille, il n'a pas des amis, et tu peux voir la frustration, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui, alors, et puis... La solitude aussi. Oui, il a quitté le figuratif après les années 70. Autre artiste qu'on va voir maintenant, Etel Adnan, artiste libanaise, idem. Qu'est-ce qui vous a plu chez cette œuvre et en quoi est-elle importante dans l'art arabe ? Très important. Etel Adnan, elle a 92. Alors, elle a 92 ans. 92 ans, oui. Elle est libanaise. Cette pièce, c'est des ans 62, 63. Abstract, très important, 50 cm². Elle habitait en Californie, au Liban, en France. Elle est un poète aussi. C'est une poétesse. Oui. Alors, Ito Barada, artiste marocaine, et Kader Atia, artiste algérien. Commençons par Ito Barada, la marocaine. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle ? Oui, Ito Barada, on peut le dire ? Oui, on peut le voir. On va la voir, alors, vous l'avez devant. C'est une pièce qui... elle est trouvée, le cahier de téléphone de sa grand-mère. Et c'est quelque chose de très personnel.
parce que c'est comment on peut souvenir des numéros de téléphone. Ouais. Alors ici, sa grand-mère veut faire téléphoner à son petit-fils. Petite-fille, Oui. petit-fils, Alors, ouais. c'est comment on peut réfléchir, c'est comment on peut souvenir Ouais. les numéros. Un moyen mémotechnique pour avoir Oui, le numéro de téléphone. c'est personnel ouais. à chacun. Ouais, c'est personnel et c'est intime. Joli, ça. Oui, C'est oui, joli, vous, ouais. oui. Une réaction d'ailleurs peut-être à tous les deux justement. On va parler de la France et du Liban avec vous à travers le théâtre, Julien Bouffier. Sur cette connexion justement entre les mondes arabes, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Sultan Al-Qassemi? Je m'immiscerai pas là, j'aurais pas vraiment d'avis. Vous faites ce trait d'union vous aussi entre, moi j'essaie de faire le trait d'union un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'en tout cas le point de vue soit pas le point de vue forcément occidental, Ouais. qu'en tout cas le point de vue occidental soit évidemment interrogé. Voilà. Et vous, vous êtes donc attelé à adapter le roman de Sorge Chalandon qui s'appelle Le Quatrième Mur. C'est le pari d'une utopie et pour cause, parce qu'on est au début des années 1980. Il va bientôt y avoir le terrible massacre de Sabra et Shatila. Et dans ce roman, le pari, c'est de monter Antigone à Beyrouth, en pleine guerre civile. C'est une création franco-libanaise, je le disais. On va d'abord regarder justement comment vous avez préparé cette pièce, y compris à Beyrouth. Sur la ligne de démarcation, juste en face de la maison Junon, il y a un cinéma en ruine. C'était là qu'il voulait jouer Antigone. C'est quoi la maison Junon? L'immeuble Barakat, si tu préfères. C'est un avant-poste stratégique. De ses 3 étages, les phalangistes contrôlent tout le secteur. Il a des tireurs à chaque fenêtre. Si tu arrives sans prévenir, tu meurs. Je suis ici pour parler de votre frère, pas de la guerre. T'as des enfants? Une fille, Louise. Ici, nous nous battons pour des valeurs qui sont les vôtres. En fait, chaque fois que je remonte là-haut, à mon poste, chaque fois que j'ouvre le feu, c'est Louise, ce que je défends. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles de roi. Si j'avais été une servante en train de faire la vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Julien Bouffier, d'abord, qu'est-ce qui vous a plu dans le roman de Sorge Chalandon au point d'en faire une pièce de théâtre et de porter le livre sur les planches? En fait, ça réunissait tout ce que je cherche moi au théâtre, c'est-à-dire d'un côté l'histoire, le documentaire, c'est-à-dire le rapport au monde. Sorge Chalandon, hein, il est un des premiers journalistes européens à rentrer dans Shatila au lendemain du massacre. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il écrit, c'est sur ce traumatisme-là qui va l'abîmer pendant un certain temps, qui va écrire ce roman. Et du coup, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comment cette frontière entre le réel et la fiction. C'est-à-dire comment, avec le théâtre, on essaie de parler du monde, on essaie de parler de ce qui nous entoure. Et donc, il me semble que Sorge Chalandon parlait de ça très, très précisément. Et ensuite, c'est du théâtre dans le théâtre. C'est-à-dire, donc, c'est une interrogation sur le théâtre, une interrogation sur ce fameux quatrième mur, là, cette barrière imaginaire, ce mur imaginaire entre le public et les acteurs. Mais c'est ce mur de la fiction, c'est ce mur, du coup, quand on fracasse, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la vie, il y a avec, du coup, la scène comme une sorte de refuge aussi. Tout à l'heure, on parlait du film de Neji Belkadi, à savoir le cinéma comme le champ de tous les possibles, justement, y compris dans des pays dirigés par un homme autoritaire. Là, la scène, elle prend les caractéristiques d'un refuge, au fond. Bien sûr, puisque c'est donc des gens qui essayent au milieu de la guerre de monter un spectacle, de monter l'Antigone d'Anouilh, alors qu'elle est palestinienne, lui est phalangiste. Et donc comment on fait se rencontrer ces phalangistes, milices chrétiennes qui, à l'époque, ont massacré Sabra et Shatila. Le Liban, la France, aujourd'hui, il n'y a plus la guerre au Liban, mais elle n'est jamais bien loin. C'est ça aussi qui donne toute la puissance à votre adaptation. C'est-à-dire que j'ai commencé le travail à la veille des attentats de Paris et de Beyrouth. Puisque 13 novembre à Paris, 12 novembre à Beyrouth. Et du coup, j'y suis allé. Le premier voyage que j'ai fait pour le préparer, c'était une semaine après.
où je devais partir avec une grosse partie de l'équipe, et puis finalement, je me suis retrouvé tout seul à partir là-bas parce que les gens étaient coincés du coup en France. Et on a fini le travail en janvier sur le siège d'Alep. Donc, pour moi, c'est 2 points évidents qui ont nourri le travail, qui l'ont complètement influencé et qui nous ont chargés, nous, et questionnés. Sultan El-Qassemi, une réaction peut-être à cette adaptation du roman de Sor Chalandon? Alors c'est une chose, pour moi, c'est aussi personnellement, parce que c'est quelque chose qui continue maintenant. Alors, vous avez dit que la guerre est finie en Liban, mais la vérité, c'est qu'il y a toujours des petites guerres en Liban. Et c'est toujours présent, bien entendu, dans la mémoire collective. Najib Belkadi, une réaction, j'aimerais vous entendre. Sur tout à l'heure, j'ai fait réagir Julien Bouffier sur cette question de connexion qui nous tient beaucoup à cœur ici dans Maghreb Orient Express entre le Moyen-Orient, les pays du Golfe et le Maghreb. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a pas mal d'incompréhensions, notamment la barrière de la langue. Oui. Selon vous, la peinture, les arts notamment, ça peut, et le cinéma d'ailleurs, est-ce que ça peut... Vous avez cité Dubaï tout à l'heure, d'ailleurs. Il commence à y avoir, on sent une amélioration sur la compréhension mutuelle. Oui, il y a une amélioration parce qu'il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus de connexions artistiques. Mais c'est vrai que la barrière de la langue, je crois qu'en Occident, on croit que tous les Arabes parlent le même langage. Chaque pays là. Langues, ah oui, totalement. C'est pas une... Oui, enfin, elles sont dérivées de l'arabe, mais elles sont très différentes et la prononciation n'est pas la même. C'est-à-dire, on ne se comprend pas facilement si on se parle. Moi, le tunisien, lui, l'émirati, c'est ça. Eh bien, vous parlez en français. Oui, on se parle en français pour se comprendre. Najib Belkadi, juste pour revenir en quelques mots sur la Tunisie d'aujourd'hui, vous parliez de Sousse, de la pauvreté, de la violence, de la drogue. Il y a eu aussi l'attentat sur une plage près de Sousse. Un terrible attentat. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la situation? Est-ce que vous avez des nouvelles d'ailleurs des protagonistes du film et du réalisateur lui-même? Non, pas vraiment. Franchement, non, parce que je suis passé à autre chose. Je crois qu'il fait encore des choses, des petites choses. Et sur la situation en Tunisie globalement Écoutez, la situation en Tunisie, maintenant, enfin, c'est des hauts et des bas, comme tout le monde. En fait, on est frappé aussi par une crise économique qui frappe presque tout le monde. Ouais. Et puis, mais on se relève. Je crois que je suis assez confiant, je suis assez optimiste. Le processus continue. Ah non, mais c'est important parce que on ne peut pas regretter Ben Ali. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à vos coups de cœur, à tous les trois, messieurs. C'est notre séquence atmosphère. Sultan Soud Al-Qassemi, une fois qu'on aura vu à l'Institut du monde arabe l'exposition qu'on vous doit, il y en a une autre qui vous tient à cœur, des grands moghols au Maharaja, joyau de la collection Al-Thani. C'est du 29 mars au 5 juillet 2017 au Grand Palais à Paris. Pourquoi ce coup de cœur? L'exposition Grand Palais. Oui. Alors, pour moi, je vois qu'il y a quelques collections qui viennent de golf. Ouais. C'est une nouvelle position pour le golf de partager ses arts. En tout cas, c'est pas ses arts. C'est art de monde. C'est art de monde islamique, c'est art de monde arabe. Et oui, et pour moi, je vois que les cités de golf, les pays de golf sont émergents. On dit comme ça. Émergents. Oui. Eh bien voilà, une exposition de plus à voir. Najib Belkadi, vous avez choisi le film Comment Sheria de David Mackenzie, qui n'a rien eu, je crois, aux Oscars, mais vous lui auriez donné peut-être pas loin de l'Oscar. Ah, totalement tout. Enfin, c'est un très grand film qui rappelle un peu... Enfin, c'est un western moderne qui rappelle Howard Hawks dans la mise en scène, qui rappelle John Ford aussi. C'est vraiment filmé somptueusement. C'est l'histoire de deux frères qui ont perdu leur mère et qui organisent une série de braquages. De braquages pour sauver leur ranch familial. Voilà. Ils sont poursuivis par deux autres flics, dont le vieux renard Jeff Bridges, qui est extraordinaire dans le film. Et puis, la mise en scène est somptueuse. La narration, elle est extraordinaire. Les acteurs sont au diapason. Et puis, voilà, un film qui m'a beaucoup touché et que j'ai trouvé vraiment très différent de ce qu'offre le cinéma américain ces jours-ci. Voilà. Et pour vous, Julien Bouffier, qui est metteur en scène, c'est la bande dessinée que vous mettez à l'honneur avec Paysage après la bataille d'Éric Lambet et Philippe de Pierrepont. C'est chez Actes Sud BD. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD ? Ensuite, il y a un truc assez général qui est pour moi, la BD est une des sources d'inspiration, je trouve, formelle,
très importante, c'est-à-dire qui relie les arts plastiques, l'art contemporain, qui réussit formellement, je trouve, à traduire des choses très très belles. La mise en scène aussi. Hein. Et la mise en scène, c'est-à-dire que cette bande dessinée est assez étonnante, elle est assez formelle, en même temps elle raconte une histoire, il n'y a quasiment pas de texte, il me semble. C'est des images, là on les voit passer, ouais, c'est quelques dessins. Et en fait, je suis tombé dessus il y a quelques mois, pendant les répétitions, et ça m'a nourri pour le spectacle. C'est vraiment cette image de cette femme. Ça commence par une femme qui rentre dans un musée et qui voit une scène de guerre dans un musée d'art contemporain. Et on a l'impression qu'elle est complètement fracassée ou qu'elle est en miroir de sa situation intime avec ce qu'elle regarde. Et elle va porter ça pendant toute la bande dessinée. C'est magnifique. Et je crois qu'ils ont eu un prix à Angoulême, il me semble. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Spécialement à vous, Sultan El Kossemi. On salue d'ailleurs nos téléspectateurs qui nous regardent et qui apprennent parfois le français avec nous aux Émirats Arabes Unis. Une région qui mérite d'être vue avec loin des clichés que l'on évoquait tout à l'heure. Nous avions prévu une traduction anglais-français avec Michel Zlotowski. Mais finalement, vous avez fait l'effort de parler en français. Qui a chômé aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, Michel, qui nous entend. En tout cas, bravo à vous d'avoir répondu en français à nos questions. Et puis, merci à vous d'être fidèle à MOE. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, on reste connectés sur les réseaux sociaux. Yeah.